Le plus ancien leader communiste chinois, Deng Xiaoping, vient de mourir à l'âge de 92 ans. Prison ferme pour l'architecte et le directeur technique des thermes de Barbetan, dont l'incendie avait fait 21 morts en 1991. Débat sur l'immigration, la gauche demande désormais le retrait total du projet de Jean-Louis Debré. Imagina, le salon des images virtuelles qui envahissent nos écrans, vient de s'ouvrir à Monaco. Madame, Monsieur, bonsoir. Le plus ancien dirigeant communiste chinois, Deng Xiaoping, 92 ans, est mort ce soir d'une infection pulmonaire. Des rumeurs alarmantes couraient sur son état de santé depuis quelques jours. L'histoire retiendra que ce communiste orthodoxe a réconcilié son pays avec l'économie de marché. Il y a déjà plusieurs années qu'il avait quitté le devant de la scène politique, il n'occupait plus de fonctions officielles, il n'apparaissait plus en public depuis 3 ans, mais son ombre restait très présente. Jérôme Petit. Dernière apparition télévisée de Deng Xiaoping, début 1994 à Shanghai, pour le Nouvel An chinois. Un vieillard qui refusera jusqu'au dernier moment l'humiliation de la chaise roulante. Soutenu par ses filles, devenu trait d'union indispensable avec une réalité dont la surdité et l'âge l'éloignent chaque jour un peu plus. Avec Deng, c'est l'un des derniers compagnons de route de Mao qui s'éteint, l'un de ses camarades de la longue marche. Dès l'âge de 16 ans, en 1920, il avait quitté sa famille de propriétaires terriens pour la France, où il devait travailler à l'usine pendant 5 ans. En 1945, il entre au comité central du parti et va vivre de l'intérieur, du haut de ses 1,50 m, la révolution de 1949. Il gravit rapidement les échelons dans l'ombre du grand timonier. Pourtant, en 1966, leurs chemins divergent. Victime de la révolution culturelle, il passe à la moulinette de la rééducation politique et de l'autocritique. En 1973, lorsqu'il redevient vice-premier ministre, après 4 ans d'exil, il est l'un des artisans de la démaoïsation et met tout en œuvre pour relancer l'économie chinoise en ouvrant le pays vers le monde. Il fait des coupes sombres dans le budget militaire et sacrifie les usines d'armement à d'autres productions destinées à l'exportation. Pourtant, le réformateur en économie se double d'un politique qui dirige d'une main de fer au printemps 89 la répression contre les contestataires de la place Tiananmen qui ont osé défier le patriarche. Ceux qui échappent à la mort sont envoyés méditer sur les réformes dans des camps de rééducation. Deng, lui, disparaît de la scène. Il abandonne toutes ses fonctions publiques, mais continue de tirer les fils. Jusqu'au dernier souffle, il reste fidèle à sa ligne de modernisation, doublée d'autoritarisme. 90 ans furent trop courts pour ces 2 immenses coups de gouvernail qui conduisirent le 5e de la population mondiale vers le communisme, puis vers l'économie de marché. Celui qu'on appelait le petit timonier s'en va en laissant la Chine au milieu du gué. En direct de Pékin maintenant au téléphone, notre envoyé spécial Isabelle Béchler. Isabelle, bonsoir. Quelle est l'atmosphère ce soir à Pékin où la nouvelle vient d'être annoncée ? Oh bien écoutez, l'atmosphère c'est un bien grand mot puisqu'il est ici 3 heures du matin et que malheureusement la population n'est bien sûr pas au courant. Pékin dort, Pékin est extrêmement calme, mais on est surpris du fait que l'agence Chine Nouvelle vienne d'annoncer et de confirmer la nouvelle. C'est une rapidité assez peu commune à Pékin. Il faut dire que les rumeurs s'affolaient depuis quelques jours dans les milieux diplomatiques. Au départ, c'est un homme d'affaires français qui était en réunion avec des officiels chinois de haut rang et il a vu soudain ses hôtes littéralement changer de couleur après un message urgent à l'un d'eux. C'était apparemment l'aggravation subite de la santé de Deng Xiaoping qu'on venait de lui annoncer. C'était jeudi dernier et le leader chinois, on l'a appris par des rumeurs qui ont couru les jours suivants, a été à ce moment-là victime d'une attaque cardiaque extrêmement sérieuse. Les rumeurs n'ont pas été démenties pendant les jours suivants. On a même pensé que le leader chinois était déjà mort, mais en fait, il aurait été donc victime de cette première attaque cardiaque très sérieuse qui se serait stabilisée durant les 24 heures suivantes et qui aurait été suivie d'une autre attaque samedi dernier, ce qui a à nouveau justifié
de nouvelles rumeurs, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au moment où la télévision de Hong Kong, la chaîne Chinese Television Network, a annoncé que le numéro 1 chinois était mort aujourd'hui. Et donc, à notre grande surprise, extrêmement rapide, une confirmation ce soir de l'agence Chine Nouvelle qui dit exactement que Deng Xiaoping est mort à 21h08 heure locale le 19 février. C'est un communiqué très laconique, mais on ne peut plus précis. Merci Isabelle. Avec nous Jean-Luc Domenac, professeur de sciences politiques, spécialiste de la Chine. Alors Deng Xiaoping avait disparu de la scène politique, c'était une ombre sur la vie politique chinoise, un fantôme diront certains. Quelles conséquences peut avoir sa disparition ? Il y a deux écoles, il faut dire les choses franchement. Tous ceux qui ont affaire avec la Chine, les diplomates, les hommes d'affaires, etc., ceux-là pensent que les choses vont continuer comme elles étaient, que la stabilité va se maintenir. Pourquoi? Parce que tout le monde y a intérêt, les Chinois d'un côté, les Occidentaux, les étrangers de l'autre. Il y a une deuxième école, il faut être franc. Les analystes de la Chine, dont je suis, sont beaucoup plus pessimistes. Ceux-là pensent que le désordre n'est pas loin, comme il n'est jamais loin quand une société se développe à toute allure. Vous savez, le développement, ce sont aussi des tensions. Alors l'avenir va nous dire laquelle de ces deux écoles était la plus proche de la vérité. Alors il avait disparu de la vie politique, mais il était encore très présent. De quelle façon? On se référait à lui? Les hommes politiques en place? Oui, c'était un symbole extraordinaire, vous comprenez. C'est quand même quelqu'un qui par 3 fois a disparu dans les culs de basse-fosse, véritablement, et qui est revenu à la surface. Quelque part dans l'âme populaire, il y avait cette idée que ça allait peut-être recommencer. Et puis, deuxièmement, il faut bien dire que tout le monde avait intérêt à cette fiction que Deng Xiaoping était encore là, parce qu'au fond, ça marchait pas si mal avec une espèce de chef d'état-major, M. Jiang Zemin, les autres, etc. Maintenant, les vrais problèmes vont commencer. Je vous remercie. En France maintenant, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné aujourd'hui à de la prison ferme l'architecte et le directeur technique des Thermes de Barbotan dont l'incendie avait fait, souvenez-vous, 21 morts. C'était en juin 1991. Les deux préfets impliqués dans l'affaire, eux, ont été relaxés. Christophe Larocca, Olivier Combe. 2 peines de prison ferme, 8 peines de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Toulouse a rendu son jugement après 3 mois de délibéré. Selon les magistrats, ce sont l'architecte et l'un des anciens directeurs techniques des Thermes qui sont les plus fautifs. Ils écopent de 2 ans de prison, dont 8 mois fermes et 30 000 francs d'amende. Contrairement au souhait des familles, les 2 anciens préfets du Gers sont relaxés. L'un était en exercice au moment de l'extension des Thermes, l'autre au moment de la catastrophe. Je suis relaxé, je ne peux pas dire que je ne suis pas content de la décision du tribunal. Maintenant, je pense toujours à ce jour terrible que j'ai vécu et aux familles des victimes. Je ne les oublierai jamais. Je crois que c'est une décision importante pour moi. Elle est aussi importante pour les conditions d'exercice du métier préfectoral. Selon le tribunal, les préfets n'auraient donc pas failli à leur mission dans la prévention de l'incendie de Barbotan, qui avait fait 21 morts et 11 blessés en juin 91. L'absence de visite régulière de la commission de sécurité ne leur incomberait pas. L'établissement avait été classé dans une mauvaise catégorie par la municipalité, des arguments que les familles des victimes ont du mal à entendre. Les 2 préfets sont relaxés, je trouve que ça c'est un scandale. Mais on ne peut pas y toucher ces gens-là, on s'en aperçoit depuis le début du procès. On attendait de ceux qui donnent les règles de sécurité et de morale que lorsqu'ils sont en faute, ils soient condamnés. Et on constate que non, c'est un rejet aujourd'hui. Une solidarité entre membres de l'État, mais on est déçus de notre confiance dans la justice aussi. Ce soir, plusieurs protagonistes ont annoncé leur intention de faire appel. L'affaire pourrait donc être entièrement rejugée dans quelques mois. La loi, dans toute sa sévérité, s'est appliquée ce matin à une famille de Haute-Savoie. Monsieur et Madame Burati avaient adopté il y a 3 ans un petit Polynésien qui leur avait été confié par sa mère et qui a été réclamé par son père au terme d'une longue bataille juridique. Reportage Didier Guyot, Olivier Jacquelin. Je trouve que c'est un enlèvement. Comme vous pouvez voir l'état de la maison, ça relèverait plutôt du cambriolage. Ils nous ont arraché Lionel des bras. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, nous l'ont arraché littéralement. Lionel, il hurlait, il criait papa, maman, il comprenait rien. Visite musclée des gendarmes au domicile de Dominique et de Jean-François Burati. Parents adoptifs d'un petit Polynésien, Lionel, 3 ans, la justice leur a ordonné de rendre l'enfant à son père biologique. Un jugement qu'ils ont toujours refusé d'exécuter. Pas question pour eux de remettre l'enfant à un père qu'ils ne connaissent pas. L'intérêt de Lionel, l'enfant, le traumatisme qu'il a subi, on s'en fout complètement, je pense. Ce qui est important, c'est la loi. La génétique a dit que ce monsieur, lors d'une relation d'un soir, avait, sans le vouloir, conçu un enfant. C'est le sien, ça lui appartient maintenant, c'est son bien, c'est son héritier, comme il nous avait dit. Il avait besoin d'un héritier, il l'a.
En janvier 1994, les Buratti séjournent en Polynésie. Là, ils rencontrent une jeune femme qui vient d'accoucher. Lionel a 4 jours, elle ne peut l'élever, ils vont l'adopter. Mais le père de l'enfant qui ne fréquente plus la jeune femme n'est pas au courant et quand il le saura, il réclamera son enfant. La justice donnera raison au lien de sang. Cette mesure avait pour but de mettre un fin à une infraction pénale flagrante de non-représentation d'enfants que M. et Mme Buratti, sans doute victimes de mauvais conseils, croyaient pouvoir laisser durer au mépris des décisions de justice. Dominique et Jean-François parlent d'une justice froide et aveugle, selon laquelle le géniteur a plus de droits que des parents adoptifs qui aiment. Lionel est né par hasard, une relation sans lendemain. Lionel n'était pas voulu. Cette notion de père, ça veut dire quoi le père? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait plaisir un soir, qui procrée par hasard? Est-ce que c'est ça être père? Ou est-ce que c'est un projet qu'on a en couple avec quelqu'un qu'on aime pour fonder un foyer? C'est pas une démarche pour avoir un enfant. C'est pas ça être père. Non, cet homme, il a un enfant de son sang, point, c'est tout. Ce matin, Lionel a été placé à la DAS au grand désespoir des Buratti. Le débat sur la loi Debré à propos du renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine ne faiblit pas. Le gouvernement et sa majorité ont accepté de transférer à la police le contrôle des sorties du territoire, mais visiblement, les protestataires, rejoints par la gauche, veulent désormais obtenir le retrait complet du projet de loi. Jean-Baptiste Prédali, Didier Dahan. Pierre Mazeaud s'en défend, mais le président de la commission des lois à l'Assemblée nationale vient de se trouver un nouveau rôle, expert juridique du gouvernement. En clair, il a déposé un amendement pour modifier la loi Debré sur l'immigration. Sa solution, l'État s'occuperait des certificats d'hébergement, une tentative pour calmer la tempête politique autour du texte. Désormais, le préfet jouera le rôle que jouait jusqu'alors le maire. Deuxièmement, il n'est pas normal, effectivement, qu'on impose quelque responsabilité que ce soit à l'hébergeant. Bien. Alors, je dis, c'est l'hébergé de lui-même, lequel de bonne foi, parce qu'il ne sait plus dans notre pays, désire y revenir à d'autres occasions, qui déposera tout simplement son certificat d'hébergement à la frontière. Cet amendement me convient parfaitement. Il va dans la volonté du gouvernement d'être exemplaire, pas seulement par des discours ou par des incantations, dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Aussitôt, au Parti socialiste, on s'est plongé dans l'amendement Mazeaud. Et pour le PS, c'est un aménagement insuffisant. Le ministre, je ne suis pas au gouvernement encore. Nous demandons le retrait pur et simple du texte Debré. Je crois que ce serait aujourd'hui la meilleure attitude. Et aujourd'hui, contre la loi Debré, c'était aussi la mobilisation sur plusieurs fronts. Tous les collectifs s'étaient réunis ce matin à Saint-Denis et pour eux, il n'est pas question de renoncer. Ça n'a jamais été un article qui a été visé par le mouvement en général, c'était au moins dans un premier temps la totalité de la loi Debré. D'un côté, les appels aux manifestations contre le projet de loi sont maintenus. De l'autre, l'Assemblée entame l'examen du texte le 25 février. Autour du projet Debré, les mobilisations et les passions ne sont pas retombées. Premier sondage qui vient de sortir à l'instant à propos de cette affaire. Selon l'IFOP pour le journal Libération, eh bien, 59% des Français sont favorables à l'obligation de déclarer le départ d'un étranger et 58% des Français interrogés sont opposés à l'appel à la désobéissance civique. La nouvelle mouture du texte à propos des contrôles de sortie du territoire pour les étrangers qui ont été hébergés en France transfère donc la responsabilité à la police, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays, à commencer par les États-Unis. New York, Philippe Gassot. La toute première des préoccupations du gouvernement américain, c'est de maintenir les frontières étanches à l'immigration illégale, notamment dans le sud, entre le Texas, l'Arizona et le Mexique, ce qui n'est pas une mince affaire. Les Mexicains qui seront repris, environ 90%, seront reconduits à la frontière sans autre forme de procès. Ils essaieront à nouveau plusieurs fois par jour. Les migrants, les gardes-frontières, ne sont pas suffisamment nombreux pour endiguer un flot toujours plus grand, grossi par la crise du pesos et la sécheresse. Au point de passage légaux, il convient de montrer un visa et de répondre aux questions de la police des frontières. Donner un point de chute, conserver dans son passeport le talon de son ticket d'entrée qui porte la date butoir de départ, ce qui ne veut pas dire que l'immigrant illégal s'y conformera. Cependant, je ne crois pas que qui que ce soit puisse rester ici indéfiniment sans travailler. Et c'est un des éléments sur lesquels nous planchons sérieusement. Pour trouver un emploi, il faut des papiers. Avec un visa de touriste, pas de travail possible.
Pour ceux qui ont un visa visiteur, les personnes qui se sont portées garantes seront tenues de subvenir aux dépenses occasionnées par le visiteur, qui, lui, n'aura droit à aucune aide ou prestation sociale, sauf en matière d'urgence. Dans les années à venir, les entrées et les sorties devraient être contrôlées par ordinateur. La loi sur l'immigration illégale a été renforcée. Une personne qui sera restée plus de 6 mois aux États-Unis illégalement sera bannie pendant 3 ans et celle qui dépassera une année sera interdite pendant 10 ans. La gauche et l'ensemble des associations qui protestent ne se contentent donc pas de ce changement et ce sont les syndicats qui appellent aujourd'hui à la manifestation pour samedi contre l'ensemble du projet de loi. Parmi les professions qui s'impliquent dans la lutte contre ce projet, le syndicat de la magistrature. Dominique Verdeillan, Gilles Deblair. Donc actuellement, on doit être à au moins 135. Au troisième jour de la pétition, 135 magistrats ont signé l'appel lancé par le syndicat de la magistrature. Un appel à résister. Pas question, selon le syndicat, que les magistrats appliquent aveuglement une loi qu'ils jugent contraire aux libertés individuelles et qui institutionnalise, selon eux, la délation. Il nous paraît relever d'une logique que nous avons appelée dans l'appel que nous avons lancé une sorte de lepénisation de la vie publique, dans la mesure où il nous semble que ce projet de loi reprend des idées de l'extrême droite, soi-disant pour lutter contre ces idées, mais qui en réalité les inscrivent dans la réalité judiciaire quotidienne. Et ça, effectivement, ça ne nous satisfait pas, ça nous paraît une tendance extrêmement dangereuse. Un appel qui ne fait pas l'unanimité chez les magistrats. Les deux autres syndicats trouvent la pétition excessive, inadmissible, choquante, mais surtout contraire à l'obligation de réserve du magistrat. Le magistrat est là pour appliquer la loi. Et nous sommes dans un État démocratique. La loi est votée par le Parlement et appeler des magistrats à résister à l'application de la loi, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Et pour le coup, c'est là où on ouvre la porte vers le gouvernement des juges. Le magistrat est là pour appliquer la loi, ce fut dès hier le rappel à l'ordre de Jacques Toubon. Des magistrats ont néanmoins décidé de manifester samedi aux côtés des autres opposants à la loi Debré. Et dans un communiqué, le Front National appelle lui ce soir à un référendum sur l'immigration pour, dit-il, sortir de la confusion actuelle. Par ailleurs, le Front National a assigné en référé France 2 et le magazine Envoyé spécial pour interdire la diffusion demain soir d'un reportage sur le parti de Jean-Marie Le Pen. Malgré une augmentation du trafic routier en France multipliée par 7 ou 8 depuis 25 ans, eh bien les accidents de la circulation ont régressé au niveau de l'année 1972. C'est un bon chiffre donc. Les axes les plus dangereux restent tout de même les routes nationales et départementales. Romuald Bonan. Depuis 25 ans, le nombre des accidents sur les routes françaises n'a jamais été aussi bas, alors que dans le même temps, la circulation a été multipliée par 8. Bilan pour 96, 332 vies épargnées, 10 000 blessés évités. Pour la 4e année consécutive, les jeunes de 15 à 24 ans bénéficient le plus de cette amélioration. 8% de tués en moins, une baisse de 10% des blessés graves, une tranche d'âge qui reste cependant la plus affectée. Ces améliorations touchent tous les acteurs de la circulation. Moins 5% de tués pour les deux roues, baisse de 14% des tués lors d'accidents impliquant des poids lourds. Enfin, 4% des tués en moins chez les piétons. La gravité des accidents est très différente selon le réseau routier emprunté. Moins de morts sur les autoroutes, les nationales ou en agglomération. Mais un point noir, les routes départementales, où cette année 50% des tués ont été recensés. Un bilan plutôt positif, avec deux explications. D'abord, le taux maximum d'alcoolémie au volant ramené à 0,5 g et le port de la ceinture de sécurité de plus en plus respecté. La gendarmerie de Toulouse a démantelé un trafic à très grande échelle de voitures volées. Plus d'1 millier de voitures. Un trafic parfaitement organisé jusqu'au jour où. Christophe Larocca, Olivier Combe. Voilà le début de l'affaire, le conteneur et ses poubelles découvertes. C'est en fouillant méticuleusement les ordures déposées sur une zone industrielle que les gendarmes ont pu mener à bien cette enquête. Ce qui les intrigue, c'est dizaines de plaques d'immatriculation coupées en morceaux et qui correspondent toutes à des voitures volées. La piste mène à cette casse automobile établie au nord de Toulouse. Après 8 mois d'enquête et de planques, les gendarmes interviennent, mettant à jour le plus gros réseau de voitures volées jamais démantelé dans la région. Les voitures étaient vendues ici, dans ce garage situé juste en face du casseur. Cible principale du réseau, les véhicules de milieu de gamme, R19, 306 ou véhicules utilitaires.
Grâce à des épaves achetées par le ferrailleur, les véhicules retrouvaient une carte grise et une immatriculation. Les 12 personnes écrouées, parmi lesquelles on dénombre un expert automobile et un agent d'assurance, formaient un réseau dont les agissements depuis 3 ans étaient parfaitement rodés. Les voleurs, qui étaient au nombre de 4, dérobaient les véhicules dans la journée sur Toulouse et la banlieue toulousaine. Une équipe de démonteurs arrivait immédiatement, commençait à désosser le véhicule. Les pièces détachées étaient rangées dans des racks. À partir de là, on démontait les véhicules qui étaient accidentés pour pouvoir remonter avec les pièces volées les véhicules auparavant. Le trafic connaissait une extension vers l'Espagne. On ignore pour l'instant ce qu'il adviendra aux particuliers qui ont acheté des voitures volées. Mais à Toulouse, depuis l'arrêt de ce trafic, il y a un mois, le vol des voitures a chuté de 25%. 3 syndicats de pilotes appellent à la grève demain Air France Europe. En conséquence, la direction a décidé de supprimer tous ces vols, exception faite des vols sur la Corse et un vol sur 3 sur les directions de Marseille, Toulouse et Strasbourg. Un millier de candidats à la carrière d'enseignants ont manifesté cet après-midi à Paris, à quelques semaines des examens de recrutement de l'éducation nationale. Ils protestent notamment contre une réduction des places offertes de 20 à 30% en moins selon les matières. L'assurance chômage des intermittents du spectacle. La négociation doit s'ouvrir demain avec le patronat qui veut changer le système d'indemnisation alors que les intermittents entendent bien conserver leur couverture actuelle. Reportage sur le terrain, en plein tournage d'un film, Stéphane Auman, Bernie Mériot. La costumière, intermittente du spectacle. Les machinistes, intermittents. Le réalisateur, intermittent également, tout comme les éclairagistes. Et même la vedette. Sur ce plateau travaillent 80 personnes. Tous ont le même statut aux yeux de l'UNEDIC, intermittent. Car ici, le vrai risque du métier, c'est bien la précarité de l'emploi. J'ai 3 jours pour la télé la semaine prochaine et les semaines à venir, je ne sais pas du tout. C'est assez souvent au dernier moment, un coup de téléphone et des messages sur le répondeur. Et voilà, mais assez souvent, c'est du dernier moment. Comme tous les intermittents, Jean-Marc Bellier doit travailler 507 heures pour avoir droit à 1 an d'indemnité chômage. Statut avantageux, mais bientôt, il risque de devoir justifier de 676 heures. Un intermittent sur 2 pourrait alors perdre ses droits et c'est toute la profession qui se mobilise. Entre nous, je n'ai jamais touché les acédiques. Mais vous imaginez tout ce qu'on me prend sur chaque feuille de salaire. Enfin, je travaille et je trouve parfaitement normal que ce qu'on me prend serve à d'autres comédiens qui n'ont pas la chance que j'ai. Mais je veux que ça leur serve. Je veux que cet argent reste dans le métier. C'est pas des figurants qu'on recherche, c'est des doublures. Côté production, les employeurs recrutent de plus en plus d'intermittents, moins coûteux que des salariés permanents. Ce marché est donc en pleine explosion depuis 10 ans et conséquence inattendue entre 2 contrats, les intermittents dynamisent le marché de la culture car ils peuvent aussi alimenter les circuits parallèles du spectacle. Ça permet encore, quand on travaille suffisamment, d'aider les jeunes qui démarrent et de pouvoir travailler bénévolement sur des courts-métrages ou des longs-métrages pour des gens qui n'ont pas les budgets pour payer des techniciens. Le système est donc aussi une aide indirecte à la création, mais certains estiment que ce devrait être à l'État d'assumer cette subvention déguisée, pas à l'UNEDIC. Une plaque en hommage à François Mitterrand a été dévoilée ce matin dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale par Madame Danielle Mitterrand. Cette plaque a été apposée à la place 516 qu'occupa le député François Mitterrand, député de la Nièvre pendant de nombreuses années jusqu'en 1980. La bataille commerciale sur le marché des téléphones portables amène les fabricants à multiplier les nouveautés. Apparaît aujourd'hui une carte qui vous permettra de téléphoner à vos frais sur le téléphone d'un autre. Elisabeth Esley, Frédéric Pasquet. Encore une carte, mais celle-ci est d'un genre nouveau. On pourra bientôt la sortir de son portefeuille pour l'insérer dans n'importe quel téléphone mobile de norme GSM. Le sien, celui d'un ami, celui de son entreprise. Son prix 270 francs sans frais d'abonnement pour 30 minutes de communication en 2 mois. Et après, il faudra acheter une autre carte, mais pas la même. Une carte à gratter, cette fois dotée d'un code confidentiel qui permettra de recharger la première carte. C'est un peu complexe, mais on espère toucher de nouveaux clients. Ça s'adresse à des personnes qui ont des budgets non stables ou non récurrents, comme les jeunes, les étudiants. Ça leur permet effectivement, sans abonnement, de manière simple, et surtout en pouvant maîtriser leur budget, en maîtrisant leur budget. France Télécom espère aussi convaincre les hésitants qui, par ce système, pourront tester le téléphone mobile et continuer peut-être par un véritable abonnement. 2 millions de Français possèdent un appareil GSM. Le marché a un bel avenir devant lui. C'est à coup d'innovation ou de forfait alléchant que les 3 réseaux concurrents, Itinéris, SFR et Bouygues, arrivent à marquer des points.
Il faut savoir que l'action de France Télécom sera mise sur le marché à partir du 20 mai. C'est ce que croit savoir le journal La Tribune. Malgré les appels à la prudence, un alpiniste est mort encore aujourd'hui dans le massif du Mont-Blanc et 2 skieurs blessés par des avalanches en Savoie. Et pourtant, des professionnels de la montagne et les touristes sont avertis, plutôt 2 fois qu'une. La météo dispose même d'installations sophistiquées à Grenoble qui lui permettent des prévisions très précises. Reportage Thierry Curtet, Patrick Deschmecker. Pendant les vacances, les sentinelles de Météo France veillent. Ici, au col de Porte, dans le massif de la Chartreuse, le centre d'études de la neige, installé il y a 30 ans, sa première station. Aujourd'hui, elle est automatique. Elle enregistre tous les jours une centaine de paramètres. C'est l'un des éléments de la chaîne qui détermine le risque d'avalanche. Contrairement à la semaine dernière, ça a pas mal changé. Hein. Une fois par semaine, les ingénieurs météo montent de Grenoble pour une étude complète de l'évolution de la couche de neige. Le manteau neigeux n'est pas homogène, il est le reflet de l'histoire de chacune des couches qu'il compose. Par conséquent, comme on peut le voir sur cette stratigraphie, on a une succession, un empilement de couches de nature différente. Dans ce manteau neigeux, on observe et on peut suivre des couches plus fragiles que d'autres, qui sont peut-être la source d'une instabilité globale du manteau neigeux. De retour au centre, les prélèvements vont permettre de mieux comprendre la transformation de la neige en établissant des modèles théoriques d'évolution. Mais au jour le jour, la prévision du risque d'avalanche est le résultat d'une équation qui englobe plusieurs centaines de paramètres. Ils proviennent des observations d'une dizaine de stations météo des Alpes et des Pyrénées, confrontées aux images des satellites. Ils nourrissent le travail de 30 personnes, dont 10 ingénieurs météo. Ce n'est pas du tout une science exacte. Il y a un problème d'échelle. Par exemple, on travaille à l'échelle du massif. En gros, on a une vingtaine de zones dans les Alpes et une dizaine dans les Pyrénées. Et donc, on évalue un risque à cette échelle. Pas une science exacte, mais une prévision fiable tout de même. Météo France avait prévenu des forts risques d'avalanche qui ont tué 4 personnes dimanche. Aujourd'hui encore, la situation reste dangereuse en Savoie, un peu moins en Isère et en Haute-Savoie. C'est la nouvelle folie des Français, les parcs de loisirs à proximité notamment des grandes villes et qui se jouent de la météo dans la mesure où ils offrent des séjours au chaud quelle que soit la saison. Notre enquête de ce soir menée par Valérie Astruc et Pierre Moscovici est intitulée « Mon cottage en Sologne ». À 2 heures de Paris, la nature telle qu'on la rêve. Nous sommes en pleine Sologne, c'est là que Center Park a disséminé parmi les arbres ses 700 petits bungalows. La direction les a baptisés cottage, comme si les familles venues ici passer le week-end devenaient propriétaires d'une résidence secondaire. T'as vu la salle de bain, Christine, là? Non, j'ai pas encore vu. Allez voir, c'est pas mal. Vendredi soir, arrivée des premiers Parisiens. Ces 2 jeunes couples viennent de braver 3 heures d'encombrement à 6 dans une voiture. Ils prennent enfin possession de leur cottage. Première idée fixe, allumer la cheminée. Première bouche gratuite, les autres s'achètent au supermarché. Il y a des bûches, je crois, là. C'était prévu normalement. Une bûche? Ouais. C'est dans le contrat qu'on n'a pas dit la lu. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus rustique. Plus en bois, enfin, de par l'implantation, déjà en Sologne, tout ça, je m'attendais à quelque chose de plus sologno, quoi. Comme la plupart des clients, ces 2 familles appartiennent à la classe moyenne. Revenus insuffisants pour une résidence secondaire, la location de 3 jours est leur seul recours. Vu que la vie parisienne, en fait, est pleine d'imprévus et pleine de soucis par moment, bon, c'est vrai que là, c'est plus un moment de repos, un moment de convivialité qu'on n'a pas quotidiennement. Ils viennent tous chercher le dépaysement, mais aux heures de pointe, 4000 personnes se concentrent à la piscine. Vague déclenchée toutes les 15 minutes, toboggan à profusion. Sous cette bulle tropicale de 500 mètres carrés, la température ne varie pas, 27 degrés toute l'année. Ici, la nature est programmée pour des loisirs sans surprise. Tu pars au feu vert et puis tu te laisses. Vas-y, c'est bon, tu laisses descendre. Surveiller dans la discrétion, c'est la consigne pour le personnel. Programme minimum d'animation collective, priorité à la vie de famille. Elle représente les 3/4 de la clientèle, bref, un cauchemar pour les célibataires. On leur avait promis aux enfants qu'au mois de décembre, on ferait un week-end ici. Alors, j'ai pas pu tenir ma promesse au mois de décembre, mais ils m'ont rappelé à l'ordre, alors... Les enfants cœur de cible pour les exploitants, ce sont eux qui doivent conduire leurs parents à dépenser plus.
Non, c'est pas bien ça. C'est pas terrible. À l'unique entrée de la piscine, un providentiel magasin de bonbons, 7 000 francs par jour de chiffre d'affaires. Non, j'ai plus bas. Au supermarché tout proche, même les caddies sont conçus à leur taille. Center Parks, bonjour. Voilà, le bungalow de 4 personnes en Sologne, c'est 2630 francs. Au siège parisien, le budget des clients est suivi de près. Magasin plus location du cottage, une famille de 2 enfants dépense en moyenne 4 000 francs par week-end. La totalité des services qui sont proposés aux clients sont tous exploités par du personnel et les collaborateurs qui travaillent pour Center Parks. Donc finalement, vous doublez presque votre chiffre d'affaires avec les services annexes. Pas tout à fait, mais presque, oui. Même en hiver, Center Parks et sa bulle tropicale affichent complet. La recette du succès, un village en réduction où les voitures sont interdites de séjour pour circuler, des vélos en location. Tout est propre. Dès 7 h du matin, les services de nettoyage guettent le moindre papier gras. Il y a quand même cette idée qu'on circule tranquillement, en sécurité, c'est sans doute un mot important, dans quelque chose qui ressemble à la nature sauvage. De plus en plus, nous aimons bien nous enfermer dans des îles pour repousser un peu les périls extérieurs. Autour du site, des kilomètres de grillage. Pour éviter toute intrusion indésirable, 2 patrouilles circulent toute la nuit. À Center Parks, les week-ends se vivent dans une nature sans risque. Mission accomplie pour les mécaniciens de l'espace qui ont remis à neuf le télescope Hubble, une réparation d'1,5 milliard de francs. Jean-Claude Alanic. Un dernier regard sur notre planète bleue. La navette américaine Discovery est au-dessus de l'Atlantique et dans quelques secondes, le télescope Hubble va de nouveau pouvoir scruter les étoiles. Ici Discovery, Hubble est libre. Lentement, les 12 tonnes de l'observatoire géant se placent en orbite à près de 600 km au-dessus de nos têtes. Il aura fallu 5 sorties dans l'espace pour redonner une nouvelle jeunesse à Hubble. Au total, 2 équipes d'astronautes, mécanos de l'espace, se sont relayées pendant plus de 33 heures pour changer les pièces usées, réparer les protections contre les radiations et installer de nouveaux instruments d'observation encore plus puissants. Un travail minutieux et souvent inconfortable. Coût de cette révision, plus d'1 milliard de francs. Mais l'investissement est rentable pour la NASA et pour les scientifiques du monde entier. Grâce à Hubble, on a déjà pu assister à la collision de galaxies et à la naissance de nouvelles étoiles. Et avec ces nouveaux instruments, on espère voir encore plus loin dans l'espace et remonter dans le temps jusqu'au premier signe de la création de l'univers. Sur Terre maintenant, Renault s'apprête à remplacer sa légendaire 4L. Le constructeur va présenter au Salon de Genève la Panja, une voiture avec possibilité de rallonge, vous le voyez sur cet écran, grâce à une remorque amovible. Ce prototype possède entre autres un système particulier de porte arrière d'un seul côté. Tableau de bord multimédia, bien loin de la 4L et de son changement de vitesse sur le tableau de bord. C'était la grande époque. Voiture aménageable donc. La Cour des comptes dénonce les insuffisances des musées nationaux qui ont laissé s'évaporer dans la nature près d'1 millier d'œuvres confiées à des ministères, des ambassades ou encore des mairies ou d'autres administrations. Philippe Douste-Blazy, le ministre de la Culture, réclame une remise en ordre. Gérard Dalmaz, Pascal Stelletta. Aussi énorme que cela puisse paraître, cet immense tableau K1 a disparu corps et biens pendant 55 ans. Raison ? Pagaille de gestion, misère financière des musées, manque de personnel, guerre, changement de titre, etc. Signé Cormon, K1 et son clan sont arrivés à Orsay en 80 grâce aux recherches policières du conservateur détective Geneviève Lacambre. Le tableau est devenu fantôme en 1925. De déménagement en fouille de dépôt et lecture de fiches, il dormait sous des copies. K1 était dans la tombe de l'oubli et le rouleau de la toile regardait Geneviève. Et quand j'ai vu le pied de K1, j'ai eu la certitude que ce tableau était bien le nôtre. Il était d'ailleurs roulé, sans qu'on l'ait jamais déroulé, autour d'un rouleau de bois et avec un papier journal que j'ai pieusement recueilli et qui portait la date fatale du 20 décembre 1925 qui avait de peu précédé
son enterrement dans les réserves de l'administration. Longue quête, souvent en forme d'enquête. Mais à défaut de récupérer les œuvres manquantes, parfois on les situe. Exemple, cette toile confiée en 1920 à la légation française de Belgrade. Après la Seconde Guerre mondiale, le pressentiment de la Vierge se retrouve finalement chez un fonctionnaire de Slovénie. Propriétaire de bonne foi, affirme la justice. Pour la restitution, il faudra donc en passer par négociation diplomatique et dédommagement. À part ce roman des Balkans, les caves et greniers de nos musées nous ressusciteront certainement encore beaucoup de nos chers disparus. À Monaco a lieu actuellement le festival Imagina, toutes les nouveautés en termes d'images virtuelles qui envahissent nos écrans et remplacent petit à petit les vraies images. L'image virtuelle est particulièrement utilisée dans le domaine des jeux vidéo, un secteur économique où la France est très présente par l'intermédiaire de très jeunes sociétés. Nicolas Vinclair, Didier Dahan. Devant votre écran d'ordinateur, vous voici parti à la recherche du secret de l'Atlantide. Il a fallu plus d'1 an et plus d'1 million de francs pour développer Atlantis, un jeu qui sortira dès le mois de mars. Une qualité graphique exceptionnelle, mais surtout une étonnante prouesse technologique. Sachez qu'il aurait fallu 8 années de calcul s'il n'y avait eu qu'un seul ordinateur pour concevoir ce jeu. Atlantis est le dernier né de Cryo, une société française qui, depuis sa création en 92, a réussi à s'imposer sur le marché mondial. Pour créer ces images, on part tout simplement de bons vieux dessins. Des ingénieurs spécialisés se chargent par la suite d'en faire des images de synthèse et de les animer. L'une des nouveautés marquantes qu'apporte ce jeu, outre la qualité du graphisme, c'est un procédé qu'on appelle poétiquement l'Omni 3D. L'Omni 3D, c'est la possibilité pour le joueur de vivre une immersion complète dans l'univers du jeu. On peut se déplacer à 360 degrés, regarder en haut, en bas, sur les côtés, et tout ça avec la même facilité que de tourner la tête et de regarder réellement. On n'a pas arrêté d'améliorer notre système d'Omni 3D pour lui permettre, en plus du déplacement dans toutes les directions, d'afficher des animations à l'intérieur, qui peuvent être des animations de personnages, des animations d'objets. Moyenne d'âge dans ces bureaux, 25-30 ans. Désolé donc, la retraite n'est pas pour demain, d'autant que Cryo fait un véritable carton, 82% des ventes à l'export et le chiffre d'affaires qui monte. Aujourd'hui, Cryo, c'est une société qui se développe assez rapidement. En 96, on a fait à peu près 65 millions de francs de chiffre d'affaires, et pour 97, on prévoit de faire à peu près 130 millions. Il y a une légende qui dit qu'il fut un temps où il suffisait pour rigoler d'un morceau de bois et d'un bout de ficelle. À voir l'extraordinaire qualité des jeux qui sortent aujourd'hui, on se dit que la technologie a fait de nous des enfants virtuellement gâtés. Je vous rappelle la principale information tombée au début de ce journal, la mort à l'âge de 92 ans de Deng Xiaoping, le dernier leader communiste chinois charismatique de la grande époque, qui a permis à son peuple de passer de l'économie orthodoxe à l'économie de marché. C'est ce que souligne d'ailleurs le président de la République, Jacques Chirac, qui vient d'envoyer un message de condoléances aux dirigeants de Pékin. Voilà, ce journal est terminé. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, à demain.